Bonjour à toutes et à tous et merci de m'écouter vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me touche et m'intéresse particulièrement, à savoir l'apprentissage des langues vivantes et l'enseignement de la littérature et la place de la littérature dans un monde, universitaire à la fois britannique et français. Alors pour me présenter brièvement, je j'enseigne aujourd'hui la langue française à l'université de Bath, mais j'ai un parcours plutôt d'angliciste avec une, thèse en littérature britannique de la fin du XVIIIe siècle. Et j'ai toujours eu 2 passions dans la vie, plus que 2 passions, mais 2 passions principales, les langues vivantes et la littérature. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, lorsque l'on dit qu'on est intéressé par ces domaines, on nous demande souvent, avec un petit sourire: «Très bien, mais ça sert à quoi tout ça? Apprendre le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, hem, vraiment, est-ce que c'est nécessaire?» Alors, pire encore, parfois, on peut me dire des choses du type: «OK, mais une thèse en littérature, mais pourquoi faire?» Alors, aujourd'hui, j'aimerais donc, répondre partiellement à cette question avec, 5 points principaux et je vais commencer tout d'abord par expliquer ce qui pour moi a, été le départ de tout ça, à savoir simplement, un amour de la lecture, la place de la lecture. Alors, j'aimerais dire que, à mon sens, lire, mais aussi écrire, c'est résister. J'ai consacré ma thèse aux romancières, de la fin du XVIIIe siècle en Grande-Bretagne, des femmes qui signaient by a lady, qui étaient des autrices qui n'avaient donc pas de nom, mais qui avaient malgré tout une voix puisqu'elles publiaient à l'époque, alors que prendre la parole en public, par écrit, c'était encore un acte considéré transgressif pour les femmes. Ce qui m'a fascinée, c'est avant tout leur manière de collaborer discrètement. Elles s'inspiraient les unes des autres, elles, reprenaient finalement les mêmes recettes narratives, les mêmes motifs, les mêmes codes. On pourrait donc parler de signature collective et cette collaboration formait une espèce de norme littéraire peu à peu, mais également une perspective féminine dans un monde profondément patriarcal comme on le sait bien. Alors, j'ai envie de dire que lire leurs romans, c'est aussi lire une forme de résistance. Une voix fragile, une voix ténue, mais souvent ironique et tenace. Elle n'écrivait donc pas pour, réussir, pour devenir célèbre, ni même pour performer, mais simplement pour donner forme à une subjectivité qui, jusque-là, n'avait pas vraiment droit de citer. Et donc ça, à mon sens, c'est toujours vrai aujourd'hui. La littérature donne une voix à celles et à ceux qu'on ne veut pas, qu'on ne peut pas entendre. Donc mon 2e point principal concerne l'enseignement de ce domaine et le fait que finalement, enseigner, c'est vraiment donner une place à l'autre. Donc, de mon côté, j'ai enseigné dans 2 pays, au Royaume-Uni et en France, et je dirais vraiment que le contraste est saisissant. En Angleterre, tout est formalisé, on a des personal tutors, il y a du soutien pastoral, donc de l'accompagnement des étudiants individualisé, les feedbacks sont codifiés avec des formulaires, avec des cases, tout est extrêmement structuré. Mais malgré tout, cette structure s'accompagne d'une certaine informalité, dans le sens où les étudiants nous appellent par nos prénoms, s'ils nous parlent français, ils nous tutoient plutôt facilement. Donc en théorie, cette espèce d'accompagnement structuré est, à mon sens, une bonne chose, quelque chose que je trouvais, relativement fascinant et nouveau d'une perspective française. Mais pourtant, dans la pratique, après donc 2 ans, dirons-nous, d'expérience, je me suis rendu compte que c'est quand même bien en France, dans un système tout à fait imparfait, que j'ai vécu aussi les relations les plus profondes, les plus durables avec les étudiants, probablement les plus sincères et encore des années après. J'ai des étudiants qui continuent de m'écrire et je suis même devenue amie avec certains d'entre eux. Donc tout ceci m'a vraiment amené à remettre un peu en question, la relation qu'on peut avoir dans
2 systèmes universitaires radicalement différents, la relation qu'on peut avoir avec les étudiants. Et je me suis dit que finalement, la raison pour laquelle en France, les relations m'ont paru plus proches, paradoxalement, France qui a une réputation d'un système universitaire public plus froid, plus où les étudiants sont laissés à eux-mêmes, je me dis que justement, là où rien n'est prévu pour ça, c'est vraiment l'humain qui décide. Quand un étudiant ou une étudiante se livre à nous, dans un système qui ne l'y pousse pas, c'est qu'il y a une vraie rencontre, une confiance, un désir de lien. Alors qu'en Angleterre, cette relation est attendue, elle est institutionnalisée, elle est parfois imposée et du coup, elle est souvent reçue avec relative indifférence, voire avec suspicion. Donc la vraie attention, la vraie transmission, j'ai envie de dire qu'elle ne se décrète pas. Elle passe par des choses subtiles, par des nuances, par le regard, par la présence, par un espèce de temps donné, des échanges. Et ça, il n'y a pas de learning outcome qui peut vraiment le quantifier ou l'évaluer. Et ça m'amène à mon troisième grand point de comparaison. Et j'ai envie de dire que apprendre une langue, ce n'est pas juste communiquer. Au-delà de ça, l'intérêt, c'est que ça nous permet de penser autrement. Donc, en enseignant le français en Angleterre, j'ai souvent travaillé dans des modules qui étaient avant tout orientés vers le monde des affaires, business, ou vers les sociétés francophones contemporaines, avec des étudiants dont le profil les encourageait à chercher avant tout l'utilité, à savoir en quoi ce que l'on faisait en cours était pratique, était utile pour les préparer à vivre à l'étranger pendant leur year abroad ou tout simplement à avoir un métier intéressant par la suite, ce qui est tout à fait compréhensible et tout à fait pertinent comme priorité bien évidemment. Le problème, c'est que en faisant ça, les étudiants cherchent avant tout des outils et non pas une culture. Le problème aussi, c'est que la langue refuse, par définition, d'être réduite à un outil. Une langue, un système linguistique, c'est bien plus que cela. Et les exemples abondent pour le montrer. Je peux vous parler d'une étudiante lorsque j'enseignais la littérature anglaise en France, qui cherchait à traduire le principe de modesty en anglais par le mot pudeur en français. Et après quelques réflexions, c'est mise à me dire que finalement, la pudeur en français, c'est pas tant un principe moral, c'est plutôt une émotion, c'est plutôt de l'ordre de l'intime. Et cette étudiante s'est mise à réfléchir à ce que cela pouvait signifier par rapport au modèle de pensée finalement britannique et français de l'autre côté. C'est un exemple parmi tant d'autres, peut-être pas le plus révélateur, mais néanmoins qui est très typique de cette grande richesse et de ces moments un peu magiques, de ces étincelles qui sont assez peu favorisées par l'ultralibéralisme que l'on vit dans l'université britannique en ce moment. C'est tous ces petits moments où tout bascule, où on comprend que finalement chaque langue héberge une vision du monde, que changer de langue, ce n'est pas seulement traduire, c'est apprendre à voir autrement, apprendre à penser autrement également. Donc, ça me semble d'autant plus pertinent, essentiel, de se dire que dans un monde qui a tendance à se refermer depuis un certain temps, apprendre une langue étrangère, finalement, c'est un acte politique. C'est une façon de résister à l'uniformisation, mais aussi d'accueillir une certaine forme d'altérité en soi. Et à ce sens, ce sera maintenant mon quatrième point, je trouve quand même que l'université ne devrait pas devenir un supermarché du savoir. J'ai la grande chance de bientôt changer de poste pour une université qui marche selon un système tout à elle, l'université d'Oxford, qui est un peu à part de du reste des universités britanniques et européennes. Et qui m'offrira le luxe finalement d'avoir des étudiants qui ont encore une espèce de passion
pour le plaisir d'apprendre, une certaine qualité de curiosité intellectuelle, d'amour du détail, de curiosité du monde même, dans un contexte donc qui sera plus littéraire, plus propice à la nuance, mais j'ai envie de dire que je reste lucide, car le problème dépasse les différences institutionnelles entre les différentes universités du même pays. Le système universitaire britannique, comme tant d'autres, est pris dans une logique de marché. Alors, il y a des dizaines d'articles bien construits à ce sujet si vous voulez avoir des éléments de réponse bien plus précis et moins anecdotiques que ce que je vous raconte aujourd'hui. Mon but n'est pas d'être dans la formalité. Et dans cette logique de marché des universités, tout est quantifié. La satisfaction, l'employabilité, l'excellence, la quantité de recherches faites et évaluées par les enseignants-chercheurs. Et ça implique que finalement, on a quand même une certaine tendance à vendre des diplômes, à vendre des cursus. Mais à force de se prioriser, mettre en priorité la satisfaction des étudiants dans un sens purement quantifiable, on ne se demande pas vraiment si leur cursus est épanouissant, si on forme des esprits critiques, si on leur permet de comprendre librement le monde qui nous entoure. Bref, si on remplit les missions de ce que l'université historiquement a été ou a prétendu être. C'est des problématiques qui habitent beaucoup d'enseignants-chercheurs à l'heure actuelle, qui inquiètent beaucoup de monde, et auxquelles on n'a pas vraiment de réponse absolue. Et la réponse, elle ne se trouve pas dans un autre système qui aurait toute liberté de briller, mais si je compare avec l'expérience française que j'ai pu avoir, les différences peuvent à la fois créer les mêmes problématiques de chercher à mettre en avant l'employabilité, mais aussi avoir des différences financières du fait que la France manque cruellement de moyens. On a des TD, c'est bien connu, des TD surchargés, avec des groupes d'étudiants de première année de 45 parfois. Les enseignants sont, alors ce n'est pas qu'en France, mais sont souvent mal payés, presque épuisés, relativement mal considérés. Mais malgré tout, j'ai quand même eu l'expérience d'un certain sens du commun, d'une certaine solidarité dans la salle de classe, d'une certaine humanité, puisque, faute de moyens, on était finalement presque protégé par cette obligation de rentabilité. Alors, avec beaucoup de guillemets et des pincettes, évidemment. Parfois, cette magie, un étudiant qui serait venu presque par hasard étudier la littérature britannique en première année, finalement, qui découvre un jour la beauté d'un texte, l'intelligence d'une langue, le voir, cet étudiant se transformer, changer, c'est la meilleure des récompenses, le meilleur des résultats. Alors, je conclurai avec le mot ou l'envie de nous diriger vers le rêve. On dit que la littérature, les langues, les humanités ne servent à rien. Alors, je dis que, en jouant un petit peu avec les mots, est-ce que c'est pas exactement pour ça qu'elles sont essentielles? Elles ne servent pas à produire, mais elles servent à penser, elles servent à sentir, elles servent à rêver. Et aujourd'hui, plus que jamais, face à la brutalité du monde, face à l'obsession du profit, à la gestion managériale de l'intime, il faut rêver pour résister lorsqu'on regarde les informations, il faut détendre, il faut défendre ce qui est inutile mais vital, ce qui ne rapporte rien, mais ce qui transforme tout. La littérature, même si elle ne fait pas de bruit, elle résiste et c'est pour ça qu'elle est essentielle. Merci.